Si toi aussi tu cherches à permettre à l'IA de trouver les informations les plus justes possibles dans un corpus de documents qui est juste énorme, alors tu es au bon endroit. Bonjour, moi c'est Yannick et je vais te présenter en détail comment fonctionne un RAG. Tout le monde parle de RAG, on aimerait bien avoir le meilleur RAG possible pour pouvoir donner à manger à nos LLM pour qu'ils puissent nous répondre de manière très précise à l'ensemble d'une documentation, que ce soit des documentations d'entreprise, des sites internet, bref, à plein de choses. Mais concrètement, comment fonctionne un RAG? Eh ben, on va le voir dans le détail dans cette vidéo. Attention, c'est un petit peu technique, je vais un peu dans les détails, j'explique vraiment bien comment fonctionne un RAG. J'espère que ça va vous permettre de bien comprendre ce fonctionnement et derrière de pratiquer et d'essayer. Parce que la clé pour réussir un bon RAG, c'est de tester, tester, tester et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de secret magique. En tout cas, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et aussi, regardez dans les descriptions, j'ai pas mal de services que je lance autour de N8N et de l'IA de manière générale. Et ce sera avec un grand plaisir que je puisse vous aider à comprendre tous ces concepts, mais aussi à mettre en pratique parce que j'adore mettre en pratique. Et on se retrouve tout de suite pour cette vidéo explicative dans le détail de comment fonctionne un RAG. Pour expliquer concrètement comment fonctionne un RAG et comment on le personnalise, comment on fait en sorte que ça puisse être le plus performant possible, il y a plein d'étapes, il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, j'ai ce schéma qui va vous permettre déjà d'expliquer un peu comment fonctionne concrètement un RAG et comment on s'en sert. Donc concrètement, un RAG, qu'est-ce que c'est? Un RAG, c'est simplement une base de données qu'on vient mettre à disposition d'un LLM. L'objectif étant que, une fois qu'on pose une question, il faut que le LLM soit en capacité d'aller chercher l'information dans notre RAG de manière très efficace, la plus efficiente possible et que, une fois qu'elle a la réponse, puisse traiter l'information pour ensuite retourner notre réponse directement à l'utilisateur. Et donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle des bases de données vectorielles. Il en existe plein, il y a des services qui existent, mais il y a aussi des solutions open source, notamment comme PostgreSQL, qui a une extension pgvector, qui s'appelle pgvector, et qui permettent donc de vectoriser des informations dans une base de données Postgre pour ensuite les donner à des LLM. Pourquoi on utilise des bases de données vectorielles? C'est simplement parce que un LLM, pour qu'il puisse rechercher l'information la plus rapidement possible, la plus précise possible, ils utilisent ce qu'on appelle des vecteurs. En fait, tout l'usage de LLM, de manière globale, fonctionne avec des vecteurs. C'est une des raisons pour lesquelles, peu importe si on parle en anglais, en français, en allemand, en italien ou ce qu'on veut, ça fonctionne. C'est juste parce que tous les textes là sont transformés en vecteurs et les vecteurs n'a pas de langue. Il n'y a pas de langage dans un vecteur. Et chaque mot correspond à un vecteur. Et ensuite, c'est comme une espèce de représentation en 3 dimensions où c'est hyper compliqué. Il y a plein de points de partout. Et en fait, ils essayent de faire des corrélations entre ces points de manière à se dire, bah ok, ces points-là sont plus proches de ces points-là. Donc forcément, l'information, c'est là où elle doit être intéressante et donc la ressortir. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des bases de données vectorielles. C'est simplement parce que on a besoin de comparer des vecteurs ensemble et pour ça, il faut vectoriser l'ensemble des textes. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet de pourquoi on utilise des bases de données vectorielles comme ici. Donc comment ça marche concrètement? Comment on peut mettre en place une base de données vectorielle dans N8N et pouvoir l'utiliser pour faire du chat? Et bien en fait, il y a plusieurs étapes comme le montre ce schéma. La première étape, ça va être la préparation des données. Donc, c'est comment on va prendre une donnée, la vectoriser dans notre base de données et comment on s'y prend. Donc, pour ça, on a des sources de données brutes. Donc, les sources de données brutes, souvent, ce sont du texte. Ça peut être plein d'autres choses, mais la plupart du temps, ça va être du texte. Pourquoi? Parce que les LLM, c'est des larges langages modèles et eux, ils ne marchent qu'avec du texte. Même si vous mettez une vidéo, une image, un audio, ce que vous voulez, à un moment donné, il va transformer ça en vecteur parce qu'il sait gérer que du texte. Donc, la source de données, la plupart du temps, ce qu'on cherche à faire, surtout en entreprise, c'est effectivement d'avoir des documents d'entreprise. On cherche à vectoriser ces informations-là, et donc à récupérer du texte. Une fois qu'on a ces sources de données brutes, on va faire une phase qu'on appelle d'extraction d'informations. Donc l'extraction d'informations, elle est ultra importante parce que toujours pareil, on va chercher à avoir le plus petit contexte possible. C'est vraiment très important, c'est clé. C'est que
Si par exemple on a un document de docx dans lequel il y a des headers, des footers avec plein d'informations, on va essayer d'éliminer un maximum de bruit pour ne stocker que l'information qui nous intéresse. Parce que plus il y a de bruit, plus les LLM vont pas s'en sortir et plus ils vont vous donner des réponses hasardeuses. Nous, on a besoin de simplifier tout. Donc, par exemple, vous avez un document PDF, vous avez un document Word ou peu importe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de récupérer l'information textuelle contenue dans ces documents-là et ensuite de faire un travail dessus. Ça peut être un travail de résumé, ça peut être un travail où juste on évacue toutes les informations qui sont pas nécessaires. Par exemple, si vous avez un site internet que vous scrapez des sites internet que vous voulez mettre dans des RAG, bah, en fait, on va enlever tout le code HTML, tout le code CSS, tout le code JavaScript parce que c'est pas là l'information principale. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ce qui est contenu dans le site internet, par exemple, bah, c'est juste cette information-là qu'on veut stocker. Bah, dans les documents Word, PDF, peu importe, c'est exactement la même chose. On va chercher à éliminer ce qu'on appelle du bruit. Donc ça, c'est vraiment l'extraction d'informations. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour être encore plus précis dans les résultats de recherche, on va travailler sur ce qu'on appelle des métadonnées. Des métadonnées, c'est quoi? Ce sont des informations que l'on va associer à notre texte de manière à pouvoir la retrouver facilement. Pourquoi? Parce que si vous faites des RAG avec des petites données, c'est-à-dire une petite quantité de données, ça va très bien fonctionner comme ça. C'est-à-dire que vous allez voir, vous allez être assez surpris, vous allez dire: «Waouh, c'est incroyable, ça marche super bien, je suis trop content». Par contre, dès que vous allez commencer à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, l'information va se perdre une nouvelle fois. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a plein de raisons derrière ça, et vous allez le voir, je vais vous le montrer pourquoi. Et ben pourquoi, à un moment donné, et ben pour pouvoir être plus précis, pour que le LLM puisse vous donner des réponses plus précises, on va travailler avec ce qu'on appelle des métadonnées. Les métadonnées, ce sont juste des informations qui vont nous permettre de filtrer au niveau des informations qu'on va venir rechercher. Ces métadonnées, on peut les travailler de plusieurs manières différentes, mais en tout cas, ça peut être par exemple, je sais pas, si, c'est, une liste d'entreprises que vous avez dans l'ensemble de vos documents, bah, ça va être le nom de l'entreprise. Donc par exemple, si, c'est des sujets sur une personne, ça va être le nom de la personne. Ça peut être plein d'informations comme ça peut être des catégories. Si c'est par exemple, je sais pas, des données qui sont attrées à des vêtements, à de la tech ou j'en sais rien, bah, vous allez sortir un maximum d'informations qui peuvent être utiles et sur lesquelles vous allez pouvoir filtrer ensuite pour pouvoir aider le LLM finalement à chercher la meilleure des réponses. Mais ça, on va dire, on travaille souvent dans un second temps, mais en tout cas, c'est dans cette étape-là qu'on va venir vraiment travailler la donnée, la nettoyer, faire en sorte que ce soit clean, qu'on ait vraiment que ce qu'on a besoin d'avoir dans notre règle pour pouvoir optimiser et avoir les meilleures performances en termes de résultats, par la suite avec la LLM. Une fois que cette étape d'extraction d'informations est faite, on passe sur le découpage. Le découpage, c'est quoi? C'est que toujours pareil, dans un, RAG, on va pas par exemple, si on a un document qui fait 40 pages, on va pas stocker, un 40 pages, on va pas le vectoriser comme ça sur une seule ligne finalement de notre base de données. Parce que sinon, pareil, il va y avoir trop de vecteurs, du coup, le LLM va avoir trop de contexte et du coup, il va se perdre et du coup, c'est pas efficient. Donc on va découper finalement l'information qu'on on a récupérée. Comment on découpe? Bah, il peut y avoir plein de méthodes qui peuvent être appliquées pour faire un découpage un peu intelligent. Souvent, ce qu'on fait, c'est un découpe simple, hein, c'est-à-dire qu'on prend par exemple des paragraphes, donc c'est bien de prendre des textes en entier quand même, hein, pas trop gros, mais assez gros. Mais voilà, des paragraphes, par exemple, ça peut faire partie de la décision qu'on peut prendre pour découper un texte. Donc on prend tous les paragraphes, on les découpe un à un, et ça va faire plusieurs enregistrements qu'on va mettre dans notre base de données. Et en fait, l'idée, c'est que dans un paragraphe, souvent, on prend le paragraphe précédent, une petite phrase, un petit mot, j'en sais rien. Enfin, voilà, un petit passage du paragraphe précédent, un petit passage du paragraphe suivant pour qu'il y ait une espèce de correspondance et de chaîne entre les informations. Et ensuite, on vient donc prendre chacun des blocs et on va les enregistrer dans notre base de données indépendamment. Donc ça, c'est la phase de découpage. Et ensuite, on va passer par une phase de vectorisation. Qu'est-ce que c'est qu'une vectorisation? C'est simplement prendre le texte qu'on a justement découpé et on va le vectoriser, on va le transformer en vecteur. Et pour ça, on a plusieurs outils, notamment sur N8N, on va pouvoir utiliser plein, ce qu'on appelle d'embedding, qui vont être des nœuds spécifiques, qui vont nous permettre de vectoriser un texte. Et chaque LLM a son propre embedding. Par exemple, Gemini a le sien, ChatGPT a le sien, etc. Peu importe celui que vous utilisez et peu importe finalement l'IA qui va être utilisée derrière pour poser les questions, ça a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est surtout d'utiliser le même embedding entre le fait de vectoriser et le fait de pouvoir récupérer les données et de retransformer le texte de l'autre côté. Donc ça, c'est ultra important d'utiliser, voilà, 2 embeddings qui sont les mêmes, mais en tout cas, vous pouvez utiliser n'importe quel embedding quelque part et ben, derrière on s'y retrouvera.
Donc c'est vraiment important d'utiliser à chaque fois le même embedding quand vous vectorisez et quand vous voulez récupérer l'information derrière. Et après, est-ce qu'il y a des embeddings plus performants que d'autres? Oui, ça c'est sûr et certain. Il y a des embeddings qui sont beaucoup plus performants les uns que les autres. Mais ça après, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, il y en a un qui vient de meilleur, après c'est l'autre et cetera et cetera. Donc une fois qu'on a vectorisé, on met tout ça dans notre base de données. Donc là, on vient stocker directement l'information dans notre base de données. Donc on a le vecteur, on a les métadonnées éventuelles et c'est tout ce qu'on a. On vient stocker ça dans notre base de données et on a l'intégralité de tous nos documents qui sont dans notre base de données et sont vectorisés. Une fois qu'on a fait ça, bah, on va pouvoir venir finalement les consulter. Et comment ça fonctionne? Bah, c'est simple. En fait, vous allez poser une question. Donc vous allez avoir un chatbot dans laquelle vous allez pouvoir poser une question ou, je sais pas, vous allez écrivez du texte comme vous avez l'habitude de faire avec un LLM. Vous allez poser la question, vous allez écrire le prompt et ensuite ce qui va se passer, c'est que on va passer par une phase de vectorisation comme on a fait ici. Donc là, c'est là que c'est important d'utiliser le même embedding. Vous allez vectoriser finalement la question de manière à ce que on se retrouve avec des vecteurs et derrière, on va pouvoir venir faire une recherche dans notre base de données au niveau des vecteurs de manière à trouver les vecteurs qui se rapprochent le plus. Donc c'est comme ça que se fait le lien finalement entre les informations que vous aviez en base de données et la question qui vous vont être posées. Et bien tout simplement, c'est ce lien-là qui va être fait. Alors, dans la pratique, dans la question, il peut y avoir plein d'étapes au milieu que l'utilisateur ne voit pas forcément. C'est-à-dire que vous, au niveau de N8N, ça peut passer par des phases de vous allez résumer l'information, vous allez extraire des informations. Par exemple, si on a travaillé avec des métadatas, ben, à ce moment-là, vous allez essayer de chercher à trouver les métadatas qui correspondent aux métadatas que vous avez stockés en amont. Donc ça, c'est tout un travail derrière que vous allez pouvoir faire avec ou sans des agents IA qui vont vous permettre de dire, bah, OK, voilà telle information qui sont importantes, telle information que je veux récupérer, et cetera. Et même reformuler la question s'il faut de l'utilisateur. Mais ça, c'est tous des trucs qui peuvent être faits en sous-marin, entre guillemets, que l'utilisateur ne voit pas, mais qui sont hyper importants parce que quand vous allez passer sur une phase de vectorisation et que vous allez rechercher dans votre base de données, c'est là où le match est fait. Et là, ça va vous retourner une liste de contenus qui pourraient correspondre à ces vecteurs. Et là, encore une fois, dans la recherche, il y a plein de techniques derrière parce qu'il y a du re-ranking qui peut rentrer en jeu, et cetera. Enfin bref, parce que vous ne pouvez pas renvoyer comme ça l'ensemble de tous les documents que vous avez stockés dans votre base de données parce que après, ça représenterait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ce qui fait que potentiellement, l'IA, vous allez pouvoir dire: «Bah, trouve-moi les meilleurs documents qui pourraient correspondre à ces vecteurs» et vous allez les classer, vous allez les ordonner. C'est un rang que vous allez mettre automatiquement et du coup, vous allez pouvoir dire: «Bah, je vais récupérer les 5 premiers enregistrements, les 10 premiers enregistrements, les 20 premiers enregistrements». Ça, c'est à vous de voir en fonction du cas de l'usage, mais dites-vous que plus vous allez en mettre et plus ça va être compliqué derrière pour l'IA de répondre parce que si vous avez trop de contexte, bah, l'IA se perd et c'est là où vous allez avoir des réponses qui sont vraiment dégueulasses. Sur certains projets, j'ai carrément fait en sorte que dans l'étape où il y a la question, donc il va vectoriser et cetera, bah, en fait, c'est carrément, j'utilise un agent IA qui va construire une requête SQL pour aller chercher l'information qu'il a besoin. Parce que je demande à l'IA de construire directement sa requête, sa propre requête SQL pour aller chercher l'information la plus précise possible. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, qui est possible de faire, mais l'objectif étant de pouvoir récupérer l'information la plus, propice et la meilleure qui soit par rapport à la question qui a été posée par l'utilisateur et tout l'enjeu, il est là. Donc comme on ne peut pas envoyer toute la base de données, bah, on est obligé de sélectionner et pour sélectionner, bah, il va falloir faire du travail à ce niveau-là, au niveau des questions, de la vectorisation et cetera. Une fois qu'on a trouvé le matching, votre base de données a trouvé finalement les meilleurs enregistrements qui pourraient correspondre à ce que vous voulez faire. Et ben là, derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez ressortir une liste d'informations, donc une liste bah, d'enregistrements qui correspondent à la question. Mais c'est finalement un peu, j'allais dire, du foutoir quelque part. C'est-à-dire que l'information va être sortie comme ça et vous allez avoir tous les morceaux de texte qui vont correspondre à ces informations-là. Tout l'enjeu, c'est de récupérer le contenu même du texte. Donc, au moment de l'enregistrement, de la vectorisation et du stockage dans la base de données, souvent, ce qu'on vient stocker, c'est le texte en clair et le vecteur. Donc, le LLM va travailler avec les vecteurs pour trouver les meilleurs vecteurs. Et ensuite, la donnée pertinente, bah, c'est directement le texte qui a été stocké, qui correspond finalement au vecteur, qui est sorti de là, qui lui, on va lui donner au LLM, on va donner ce texte-là au LLM, qui lui va faire encore un traitement dessus et dire, bah, OK, l'utilisateur a posé cette question. Voici les ressources que j'ai à ma disposition. Comment je peux répondre et comment je peux envoyer la réponse à mon utilisateur. Et c'est exactement comment fonctionne un RAG. Un RAG, en tout cas, qui est performant, qui est pertinent, sur laquelle vous allez pouvoir obtenir les meilleures réponses. Et encore une fois, attention, si vous faites des essais sur une petite quantité de données, vous allez avoir des résultats qui sont incroyables. Mais dès que vous allez grossir la base de données, ça va devenir un enfer parce que justement, il va falloir
optimiser tout ça, que ça soit le stockage, la vectorisation, les métadonnées, la question, comment on traite la question, comment on récupère l'information, comment on la vectorise, comment on va récupérer cette information depuis la base de données, combien d'éléments on récupère en fonction de la taille des éléments. Bref, il y a 1 million de questions à se poser et pour obtenir les meilleures réponses, bah, il y a pas de choix que de tester, voilà, faut être patient, faut tester des choses, faut retester des trucs. C'est de la recherche, c'est comment on peut optimiser toutes les ressources qu'on a de manière à répondre de la façon la plus précise possible et pour là, il y a énormément de techniques qui sont possibles à mettre en place. Et là, du coup, voilà, faut faire projet par projet. En tout cas, comment ça se concrétise concrètement sur NBTen? Je vais pas vous faire un workflow complet qui vous montre effectivement l'extraction des données et cetera. Je veux juste, vous montrer, les principes de base dans NBTen pour, connecter les dots et donc pour connecter les dots, la première chose, c'est la source de données brute. Donc on va chercher, par exemple, à vectoriser une information dans la base de données. On va aller chercher, l'information. Donc là, pour ça, je vais prendre un truc tout simple où, par exemple, je vais mettre homme forme soumission et je vais permettre, par exemple, d'avoir un champ de type, fichier. Bon, je vais pas le faire en réalité parce que je vais pas avoir le temps, enfin, ça risque d'être trop long et limite, si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo plus complète à ce sujet. Mais par exemple, si je prends le file ici, je mets, mon fichier, fichier, fichier à vectoriser, voilà. Donc j'ai mon petit formulaire. Donc admettons que là, je vais recevoir, donc mon, document, PDF, directement ici ou mon docx, peu importe. Bah, là, je vais devoir faire une extraction d'informations. Donc pour ça, bah, vous avez pas mal d'outils, que ce soit, ne serait-ce que, par rapport à N8N, vous offre des nœuds, directement extreme from file. Vous pouvez faire plein de choses au niveau de Markdown, transformer en Markdown en fonction de ce que vous avez besoin ou quoi. Vous pouvez même vous aider des agents IA ici, lorsque vous allez dans IA, vous avez des agents IA où vous avez carrément des informations extracteurs, mais en réalité, c'est juste qu'ils ont mis des prompts pour, justement, caler ce nœud sur le fait d'extraire des informations et vous pourriez dire: «Bah, voilà, voici mon document PDF, voici le contenu de mon document PDF, j'ai besoin d'extraire telle information, telle, métadonnée et cetera» et il va vous sortir ce qu'il faut, derrière. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, on est vraiment sur la partie source de données avec le formulaire, l'extraction de données avec un code JavaScript, des nœuds qui vont transformer l'information, des agents qui vont venir extraire l'information, du document PDF et cetera et ensuite, il y a la phase de vectorisation et découpage qui est finalement faite en même temps sur N8N. Donc pour faire la vectorisation, vous allez pouvoir ajouter un nœud, vous allez vous rendre directement dans la partie IA parce que c'est celle qui nous intéresse et là, ce que vous allez faire, c'est, chercher dans Other AI Nodes. Dans les Other AI Nodes, vous allez avoir tout ce qui est Vector Store. Là, vous avez pas mal de services. Alors ça peut être bien d'utiliser un service externe parce que souvent les services externes vous offrent beaucoup plus de performance, c'est-à-dire que vous avez peut-être moins de ce travail justement de la donnée à faire selon, les systèmes. Bon, je ne les ai pas tous testés, donc je ne vais pas vous en recommander un plus qu'un autre. Moi, j'utilise la plupart du temps, c'est, PostgreSQL tout simplement parce que Postgre est vraiment très efficace, il est gratuit, il est open source et moi j'adore les solutions open source. Donc du coup, j'utilise principalement, souvent Postgre et là, on voit qu'on a plusieurs, façons de faire et donc notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas la possibilité de venir modifier un vecteur. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été inséré dans la base de données, c'est pas très pertinent de venir modifier. Donc ce qu'on fait, c'est souvent, soit vous avez déjà fait quelque chose avant et donc à ce moment-là, vous allez faire un remove pour retirer finalement l'information de la base de données, vectorisée, Postgre et ensuite vous allez pouvoir le réinsérer ou soit en fonction de comment vous travaillez vos métadatas, la façon dont vous, stockez l'information dans votre base de données, possiblement, ça peut arriver que vous soyez obligé de refaire complètement votre RAG. Donc à ce moment-là, vous videz complètement la base et puis vous relancez tout le process. Peut-être des documents qui sont cherchés sur un SharePoint, sur un OneDrive ou j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, c'est possible que vous soyez obligé de refaire complètement tout votre RAG et à ce moment-là, vous videz votre base de données et vous recommencez tout le process. Pourquoi? Parce que si jamais vous travaillez justement sur ces métadatas, la façon dont vous stockez, la façon dont vous splittez et cetera, bah, en réalité, vous allez forcément changer votre méthode derrière pour aller récupérer l'information. Donc du coup, pour que ça soit en corrélation, vous êtes obligé de vider et recommencer. Ou parfois, c'est juste, bah, OK, on a mis à jour le document, on a gardé un peu le même principe. Bon, bah, là, c'est à vous d'aller, retirer le bon document de votre règle pour pouvoir le réinsérer et pas pour en avoir des doublons. Parce que si vous avez des doublons, clairement, ça va pas le faire. Justement, sur le nom, par exemple, du document que vous allez uploader ou quoi, vous pouvez toujours avoir un identifiant que vous mettez dans les métadatas. Comme ça, vous savez que tous les enregistrements qui sont dans la base de données au niveau des métadatas, vous les supprimez. Comme ça, vous réinjectez le document. Ça quelque chose qui peut très bien fonctionner aussi. Et donc ensuite, vous pouvez sélectionner donc là le Add Document to Vector Store. Et là, il va vous demander plusieurs choses. La première des choses, il va vous demander bien sûr de connecter votre base de données.
Ensuite, il va vous demander, bon, bah, l'opération, c'est bien sûr, c'est insérer, le nom de la table. Donc là, par défaut, n est capable de créer directement une table pour vous avec toute la structure qui va bien. Donc, soit vous la faites vous ou soit vous laissez n le créer. Donc là, vous pouvez vraiment, utiliser n'importe quel nom. Donc ça peut être bien aussi, si vous avez plusieurs process différents, bah, de bien nommer les tables différemment et pas stocker tout dans la même table de lecteur. Parce que pareil, hein, si vous grossissez votre table, les index, ça va prendre plus de place, ça va être plus long, et cetera. Donc plus vous splittez comme ça les informations, les process, mieux c'est. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez et ensuite, vous avez le batch size, donc qui va être l'embedding batch size. Donc automatiquement, n8n va chercher à splitter toutes les informations, sur une certaine taille, d'embedding. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs que vous pouvez, choisir en option ou non. Donc ensuite, dans les options, vous avez la possibilité de personnaliser aussi les column names. Donc c'est, une fois qu'il va créer cette table, vous avez la possibilité de personnaliser directement les noms des colonnes. Donc ça, c'est vraiment la base, hein, dans le tout RAG. Vous créez, un RAG, from scratch. En fait, c'est ces informations-là, vous avez besoin. Donc c'est l'ID finalement de l'enregistrement, ça c'est un truc assez classique. L'embedding, donc ça va justement être les vecteurs qui vont être stockés directement dans la base de données. Ensuite, vous avez, le texte, donc le texte qui a été vectorisé. Donc on stocke toujours l'embedding et le texte en même parce que c'est le texte en clair qu'on va envoyer au LLM en réponse pour pouvoir traiter l'information. Et ensuite, vous avez le metadata qui est souvent un objet JSON dans lequel on va stocker plein d'informations de metadata. Donc ça peut être le nom du fichier, ça peut être des catégories, ça peut être des noms de personnes, peu importe. Tout ce qui a trait à l'information que vous allez stocker, mais à un moment donné, si vous avez besoin de filtrer, c'est plutôt pas mal d'avoir des métadatas. Donc là, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc là, je le fais pas en démo là parce que j'ai pas installé PG Vector sur mon instance N8N et bien sûr, pour que ça puisse fonctionner, il faut absolument l'extension PG Vector sur PostgreSQL pour pouvoir stocker des embeddings et faire cette recherche avec, des vecteurs. Donc une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici vous avez, 2 paths, qui viennent sur ce petit module-là. Le premier, c'est de choisir l'embedding. Donc là, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Chaque modèle a ses propres embeddings avec différentes versions. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner les modèles. Là, il faut se renseigner un peu. Bon, en général, on prend toujours la dernière version qui existe. C'est peut-être moins critique que ce que peut être un modèle. Donc là, il y a vraiment pas beaucoup grand-chose à savoir. Juste prenez la dernière version. C'est simple. Souvent, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'un embedding, c'est juste un algorithme qui va venir transformer un texte en vecteur. Et ça, c'est complètement gratuit. Ça n'utilise pas des modèles, ça n'utilise pas d'LLM, c'est pas payant. Donc, même si vous avez, là, il vous demande des credentials pour pouvoir se connecter sur Google, c'est simplement pour aller récupérer la liste des embeddings. Mais derrière, le traitement n'est pas payant, c'est gratuit parce que c'est juste un algorithme qui est utilisé pour pouvoir transformer, du texte en embedding et c'est un algorithme, c'est un script, c'est un code. Souvent, c'est gratuit. C'est possible qu'ils fassent payer, hein. Par contre, c'est possible que vous ayez des services qui fassent payer ce truc-là parce que s'ils ont un truc qui est vraiment révolutionnaire, bah oui, il va vous le faire payer. Mais la plupart, comme Gemini ou même OpenAI, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser, il y a pas de souci. Et ensuite, c'est les documents, c'est le document loader. Donc ça là, c'est, comment finalement je viens stocker mon document dans la base de données et comment je le split. Comment je fais en sorte que, bah, toutes ces informations soient splittées. Donc là, on vient sélectionner simplement le type de data. Donc si c'est du JSON ou directement des binaries, donc des fichiers, qu'on va venir, splitter. Ensuite, on va pouvoir dire si je veux, par exemple, bah, dans les datas, sélectionner une partie, de ce document, précédent ou si finalement je viens stocker l'intégralité de ce qui vient du nœud précédent. Donc ça, souvent, ça peut arriver qu'on fait un petit traitement quand même, on vient chercher vraiment toujours pareil, il faut stocker le moins d'informations possible pour, mettre en vecteur. Il faut bien avoir des données bien nettoyées pour qu'on ait les meilleures performances. Une fois qu'on a fait ça, on vient sélectionner le text splitting. Donc là, soit vous l'avez déjà fait en amont, c'est-à-dire que si vous avez besoin de faire des splits vraiment particuliers parce que votre document est structuré d'une certaine manière, et ben vous pouvez faire ce travail en amont et puis, en fait, lui dire simplement: «Bah non, en fait, tu stockes tout, quoi». C'est-à-dire que là, tu fais un truc custom et là, tu viens, stocker l'information que je viens de te donner et donc tu as pas besoin de faire de splitting supplémentaire. Soit tu lui dis: «Bah, en fait, tu fais un truc simple et là, c'est le truc par défaut et qui marche très bien la plupart du temps» et lui, il fait tout le travail à votre place. Et ensuite, ici, vous pouvez rajouter donc toutes les métadatas. Donc les métadatas, c'est ce que je vous disais, par exemple, ça peut être le nom du fichier, ça peut être, je sais pas moi, des catégories, des noms de personnes, des noms d'entreprises, peu importe, mais quelque chose qui va vous permettre derrière, une fois que la personne va poser la question, de retrouver l'information beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez sélectionné le custom, vous avez le text splitter ici qui va vous permettre d'être beaucoup plus précis justement sur la découpe des informations que vous allez, donner. Donc là, vous voyez que vous avez le caractère text splitter. Donc là, en fait, il va juste compter le nombre, de caractères et le splitter à chaque fois. Vous pouvez avoir des séparateurs. Bref, vous pouvez avoir plein de choses, plein de personnalisations et ça dépend réellement, de vos besoins.
La plupart du temps, je vous conseille de vous mettre, par défaut dans un premier temps et puis après vous allez vite sentir que vous avez besoin de splitter différemment et là, vous allez voir chaque catégorie pour splitter le texte correctement. Donc ça, c'est obligatoire que si parce que je sélectionne ici custom, si je fais simple, là, j'ai pas besoin de le mettre. N8N a déjà un process, qui marche et qui peut fonctionner pour vous, donc vous pouvez le tester. Et donc une fois que j'ai fait ça, c'est fini. C'est-à-dire que là, j'ai l'intégrité de la partie ici vectorisation. Donc là, c'est comme ça que se représente sous N8N cette partie-là de la vectorisation. Et maintenant, on va attaquer sur la partie question vectorisation et le traitement de la réponse. Et pour ça, eh ben, on va partir plutôt sur un autre trigger. Donc souvent, on part soit sur un autre workflow. Là, je vais le faire dans le même pour simplifier. Mais en gros, par exemple, ici, j'ai un trigger de chat message. Et donc ici, c'est la question qui va être posée par l'utilisateur. Et ce que je vais venir faire là, eh ben, ça dépend. C'est-à-dire que si j'ai besoin de traiter l'information qu'a envoyé l'utilisateur, par exemple, pour extraire des métadatas, bah, par exemple, je peux très bien ajouter un AI node avec information extractor et dans lequel je vais mettre un prompt, lui dire, bah, voici ce que pose comme question l'utilisateur. J'ai besoin d'extraire des noms de personnes, des noms d'entreprises, de je sais pas quoi, machin, tout ça. Et en fait, ce qu'il va faire derrière, c'est que vous allez pouvoir extraire toutes les informations, notamment des métadatas ou autres, ou même reformuler. Si vous avez besoin de l'IA pour reformuler la question de l'utilisateur sur un certain sens, parce que vous savez que vous avez besoin de ça, eh bien ça, c'est hyper important de le faire à cette étape-là pour pouvoir être le plus précis possible. Et une fois qu'on a fait ça, et bien là, il nous reste plus qu'à mettre un agent IA qui, lui, va notamment, grâce aux tools, de pouvoir se connecter à notre vecteur. Donc là, vous avez les vecteurs store. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner le PG Vector Store, donc celui qu'on a fait précédemment. Ici, vous allez sélectionner les mêmes connexions avec les mêmes tables, etc. Et là, donc, vous avez plus qu'à mettre la description de l'outil, donc dire bah, qu'est-ce que contient ce RAG, etc., pour que l'agent IA sache, le LLM sache où est-ce qu'il doit aller chercher l'information. Vous lui donnez simplement le nom de la table que vous avez mis précédemment lorsque vous avez fait donc la partie vectorisation. Donc là, il faut bien sûr mettre le même nombre de tables. Et c'est là où la limite rentre en jeu, où là, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, la limite de 4, ça veut dire qu'il va vous sortir les 4 enregistrements dans votre base de données les plus pertinents. Ce qui fait que ça peut être très limitant en fonction. Parce que si bien évidemment, vous avez, plein d'informations, bah 4 ça peut être limitant. Si vous mettez 20, vous avez déjà plus d'informations. Mais attention, si vous avez trop d'informations, le LLM va pas s'en sortir et va vous sortir que de la merde derrière, en termes de réponses. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir la bonne limite. J'ai pas de conseils à vous donner là-dessus parce que ça dépend tellement du type de données que vous allez enregistrer dans votre base de données que, ben, voilà, 4 ça peut être suffisant, 20 ça peut être bien, 10 ça peut être mieux. Je sais pas, ça dépend de la formation que vous allez sortir. Ensuite, vous pouvez faire des inclus de métadata, donc lorsqu'il va sortir les informations, en fait, l'idée, c'est simplement, dans le LLM, va envoyer aussi les métadatas associés. Là, ça dépend de la pertinence des métadatas. Si vos métadatas, elles servent uniquement à, filtrer et finalement sortir des meilleures réponses, bah, peut-être que c'est pas nécessaire d'inclure les métadatas dans les réponses du LLM et que le LLM ait à traiter les métadatas. Mais peut-être que si, peut-être que vous avez beaucoup d'informations qui sont vraiment pertinentes et à ce moment-là, ça vaut le coup. Ça dépend. Et ensuite, vous avez, la technique des re-rank result qui est une technique qui va permettre justement de faire en sorte de prendre votre base de données et finalement d'appliquer un espèce de tag qui va dire, bah, en fait, finalement, parmi tous les résultats qu'on a sortis dans une première version avec, bah, celle-là qui est le plus pertinente, celle-là moins pertinente, bah, finalement, on va re-ranker l'ensemble des informations et les enregistrer comme informations pour plus tard, pour pouvoir justement faire en sorte que l'information première soit toujours la plus pertinente et qu'on ait une bonne limite. Mais ça, souvent, aujourd'hui, on utilise beaucoup de services externes et là, pour le coup, il y en a qui sont enfin, je crois que sur Admeeten, maintenant, c'est encore enfin, c'est encore gratuit. C'est un service externe qui propose, cette solution-là et du coup, va permettre de re-ranker automatiquement vos résultats pour être sûr d'envoyer au LLM le meilleur résultat possible par rapport à toute votre base de données. Mais, des fois, enfin, ça dépend vraiment comment vous travaillez votre donnée, mais parfois, ça peut ne pas être nécessaire de le mettre. Et ensuite, dans les options, vous avez la possibilité ici de faire des metadata filters. Donc les metadata filters, c'est quoi? Bah, c'est simplement dire, bah, voici le nom de mon champ et voici la valeur qu'il faut, y appliquer. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que vous voyez très bien la limite, c'est que si vous mettez que 4 enregistrements, que vous avez une base de données qui fait 1 million d'enregistrements, lui, il va se baser que sur les vecteurs. Pour l'aider à chercher et à avoir le meilleur des résultats, bah, filtrer par des métadatas peut être très pertinent et très performant. Et donc là, vous allez pouvoir filtrer par nom de personne, nom d'entreprise, nom de je sais pas quoi, bref, des catégories, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça va permettre, dans la recherche de vectoriser de Postgre, de se limiter qu'à une certaine partie des résultats qui ont été filtrés en amont par les métadatas. Donc c'est pour ça que les métadatas peuvent avoir leur importance quand vous avez beaucoup de données. Et ensuite, vous avez aussi les colonnes naines. Si jamais vous avez changé le nom des colonnes précédemment, bah faut penser à le faire ici aussi, c'est hyper important.
Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, une fois que vous avez fait ça, bah, en fait, derrière, vous allez pouvoir mettre donc, directement, ah oui, il faut connecter déjà l'embedding, hein, bien sûr. L'embedding, il faut qu'il soit le même, hein. C'est-à-dire que si vous avez sélectionné, Gemini, pour vectoriser, bah, là, il faut mettre le même embedding, pour le chat. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce que l'embedding soit le même. Parce que si vous mettez 2 algos d'embedding différents, là, les vecteurs vont pas se retrouver et là, vous allez avoir un résultat qui va pas être bon, quoi. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, c'est tout, hein. Après, je peux laisser travailler l'agent. Bien sûr, je peux mettre un prompt que je veux, un prompt système si j'ai besoin pour spécifier par rapport aux réponses qu'on va donner l'utilisateur, et cetera. Mais là, je viens clairement de faire cette étape, donc question vectorisation. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire, notamment en connectant un embedding, hein. C'est, le fait de connecter un embedding ici sur la question, mais en fait, automatiquement, l'agent IA va envoyer la question de l'utilisateur à, ce nœud Postgre, PG Vector et lui va embeddir, enfin va faire un embedding sur la question pour la vectoriser, va venir faire chercher les informations, donc notamment, par rapport à ce qu'on a pu configurer entre les métadatas, la limite et cetera. Et une fois qu'il a fait ça, il va récupérer l'ensemble des informations de votre base de données, va prendre le champ texte et va l'envoyer dans l'agent IA et va faire le traitement avec le chat modèle qu'on aura connecté sur l'agent IA. Et une fois qu'on a fait ça, automatiquement le LM va pondre une réponse par rapport à notre information de notre RAG. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, c'était un peu technique, c'était un peu long, mais ça me paraît nécessaire de bien comprendre comment fonctionne un RAG parce que on entend toutes les sauces, mais on comprend pas réellement comment fonctionne un RAG. Bah là, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre clairement ce que c'est qu'un RAG. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo aussi, ça m'aide énormément à progresser et à faire perdurer cette chaîne. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo autour de la N8N et de l'IA.